Bonjour et bienvenue de la 76e édition du Locarno Film Festival. Nous sommes tout près de la Piazza Grande, dans un café, pour rencontrer le réalisateur français Sylvain Georges avec son long métrage documentaire Nuit obscure, au revoir ici, n'importe où, qui est présenté ici en compétition internationale. Melilla, enclave espagnole au Maroc, est une frontière terrestre entre le continent africain et l'Europe. En transit, Malik et ses amis, mineurs originaires du Maroc, tentent de rejoindre l'Europe par tous les moyens possibles. Dans le même temps, jour et nuit, il arpente la ville tels des sismographes révélant le présent le plus brûlant, comme les mouvements du passé le plus lointain. Sylvain Georges est diplômé en philosophie, en droit, en sciences politiques et en cinéma. Depuis 2006, il réalise des films documentaires sur les sujets d'immigration et de mouvement social. Ces films sont projetés dans les réseaux militants ainsi que dans des festivals internationaux. Et maintenant, on entend l'entretien avec Sylvain Georges et le critique de film Jean Perret. Sylvain Georges, Nuit obscure, le sous-titre ou l'après-titre, dis-le. Au revoir ici, n'importe où. Au revoir ici, n'importe où. Et donc on est dans les échos du festival, dans cette chaleur, cette touffeur de Locarno et dans le brouhaha donc produit un festival. Donc tous ces sons qui sont aussi intéressants dans ton film parce que tous les sons dans ton film sont des sons directs. Absolument. Alors, parle-nous peut-être pour que nos auditeurs entendent, soient introduits dans ton travail, les conditions même de ce travail. Quand tu travailles pendant des années, des mois, des jours, des semaines à Melilla, tu t'intéresses aux migrants marocains qui affluent vers Melilla, enclave espagnole, pour essayer de partir sur le continent européen. Tu y passes beaucoup de temps et la condition c'est que tu sois seul. Voilà, absolument. Donc en fait, le film qui est présenté cette année s'appelle donc Nuit obscure, au revoir ici, n'importe où. C'est donc la seconde partie du film Nuit obscure, Feuillet sauvage, qui avait été présenté l'année dernière en hors compétition. Cette année, il est en compétition. Et donc le film actuel est donc la suite de ce film-là, qui s'intéresse plus particulièrement à la question des mineurs d'origine marocaine, qu'on appelle les Haragas, et donc j'avais aussi essayé de traiter des conditions de vie dans la première partie, mais en m'intéressant plus précisément à la question des majeurs dans la première partie. Là, il s'agit donc des mineurs, Haragas, qui veut donc dire ceux qui brûlent, ceux qui brûlent à la fois les papiers d'identité, mais ceux qui brûlent aussi la mer. On parle souvent de brûler la mer. Et brûler la mer, au sens métaphorique, ça veut dire, on parle de brûler la mer comme on parle aussi de brûler un feu rouge, par exemple. Donc, c'est une transgression des règles établies, et notamment en l'occurrence là, d'un certain nombre de politiques mises en place qui empêchent certaines populations issues de certains pays d'avoir des visas. Donc là, ces personnes en l'occurrence ne peuvent pas avoir de visa, donc elles sont obligées de brûler la mer. Et c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc d'essayer de rendre compte avec eux, donc en allant sur le terrain, donc qui est une notion extrêmement importante pour moi. Ça paraît banal, mais aller sur le terrain, ça va pas de soi. Aller sur le terrain, ça veut dire faire l'expérience du terrain. Faire l'expérience du terrain, ça veut dire d'abord se décentrer, c'est-à-dire quitter son lieu, essayer de se désajuster ou se décentrer par rapport à ses propres habitudes, c'est la présentation du monde que l'on peut avoir, ses postures, la place que l'on peut occuper à un moment donné dans son existence, et socialement comme politiquement. Donc aller sur le terrain, c'est opérer une sorte d'opération de décentrement, mais de décentrement au sens large, je dirais même anthropologique, c'est-à-dire s'ouvrir complètement à l'inconnu. Là, en l'occurrence, en allant là-bas, sur le terrain, je suis confronté à des langues que je ne connais pas, parce que moi je ne parle pas espagnol, ça paraît bête, mais je ne parle pas espagnol, je ne parle pas arabe, je ne connais pas les lieux dans leurs nuances, dans leurs variations, donc c'est véritablement une confrontation avec l'inconnu. Donc ça engage une opération de décentrement, ça engage une interrogation sur sa posture, donc ça remet en question, ça interroge les catégories de l'identité et de l'altérité. Et ce qui est très intéressant donc, puisque mon projet c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les politiques européennes en matière migratoire en l'occurrence,
ça me permet d'essayer de comprendre avec eux hein, comment ces politiques fonctionnent. L'idée, c'est pas de faire un film sur les migrants, sur les RGA ou autres, mais c'est de comprendre comment les politiques européennes, qui trouvent aussi à s'appliquer, en l'occurrence à Melilla, donc aussi au Maroc, ce qu'on appelle l'externalisation des politiques européennes, comment ces politiques trouvent à s'appliquer. Et on les découvre, on s'en rend compte via les conséquences, en parcourant les différents chemins comme ça. Donc l'idée, c'est d'appréhender des réalités, une réalité bien évidemment est formée et modélisée par des politiques, elles sont traversées par le politique. Donc l'idée, c'est d'appréhender des réalités et des représentations du monde, dominantes ou autres, avec eux. Alors en les voyant vivre, en les suivant dans leur chemin, etc., on voit directement les conséquences non seulement des politiques marocaines, mais aussi européennes et les accords passés. Et en appréhendant ces réalités avec eux, dans le même temps, peut-être qu'on peut essayer de construire une nouvelle présentation de ces réalités. En tous les cas, découvrir d'autres pans des réalités qui ne sont pas cachés, minoritaires, et qui peuvent dessiner, ouvrir en fait le monde à de nouvelles réalités en fait. Comment, en déconstruisant les représentations, en construisant une nouvelle présentation, on peut éventuellement remettre en question des politiques qui sont mises en place. Donc ça veut dire que découvrir ces réalités et découvrir qu'il y a de nouvelles réalités là, ça œuvre à une forme aussi, qu'on le veuille, ça œuvre peut-être aussi à une forme de destitution politique. Et comment en présentant de nouvelles réalités, celles que justement le cheminement de ces personnes permet d'ouvrir, eh bien on offre peut-être à d'autres possibilités de politique comme de vie nouvelle et une manière d'habiter le monde. Donc c'est cette dialectique-là qui m'intéresse. Alors pour ce faire, en allant sur le terrain, bah oui, je suis seul parce que pour moi c'est extrêmement important d'avoir un outil qui ne soit pas ostentatoire, une petite caméra, d'engager, la caméra étant aussi cet instrument qui permet de s'interroger sur son rapport au monde, d'engager des rencontres avec les réalités que l'on souhaite appréhender, avec les sujets filmés. Cette petite caméra avec le micro à l'intérieur permet d'appréhender ces réalités avec, de la façon la plus proche, la plus simple, la plus sobre possible. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc j'ai pas d'équipe avec moi, je travaille seul. Ce qui ne veut pas dire que j'exclus le fait de collaborer avec des personnes, mais sur le moment du tournage, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important d'arriver à établir un contact direct et qui ne soit pas aussi médié par la présence d'autres personnes. Avec les sujets filmés que je souhaite rencontrer en fait. Et il faut préciser que ce faisant, tu crapahutes sur les rochers, dans des endroits dangereux, abrupts, comme sur les remparts. Enfin, tu es avec eux, effectivement, dans toutes les situations périlleuses également. Dans un certain nombre de situations, oui, absolument. C'est-à-dire être avec eux, parce que moi je ne veux pas faire... mon approche, c'est une approche politique et poétique en fait. Moi je considère les personnes... qui sont en transit sur l'immigration comme des sujets politiques et esthétiques et poétiques en fait, comme vous et moi. Donc c'est pas du tout, moi, je suis pas du tout dans l'idéologie du témoignage et l'approche victimaire des personnes comme on peut le voir dans la plupart des documentaires par exemple qui sont faits sur le pauvre, le migrant qui tend à essentialiser en créant des catégories telle ou telle personne. L'idée c'est d'appréhender des réalités avec eux, donc de les accompagner, donc dans une relative mesure parce que je vais pas partout avec eux. Mais il y a un certain nombre de réalités que j'ai essayé d'appréhender avec eux. Donc il m'est arrivé de prendre des risques avec eux. Par exemple, notamment dans la première partie où j'ai sauté des barrières. Je l'ai fait une fois, les barrières de 4-5 mètres de haut, je l'ai fait une fois. Après j'ai été arrêté par la Guardia Civile. Si je renouvelais cette action, bon, on pouvait m'interdire de venir. Là j'avais fait quand même un contrôle d'identité de 4 heures. J'étais resté dans le commissariat, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, ça n'a pas long... Pardon. En plus, à un moment donné, il y a une question un peu aussi de... Bon, il faut être avec eux, j'ai envie de découvrir les réalités avec eux, comment ils appréhendent, comment en fait les politiques, ces politiques migratoires en fait qui façonnent les réalités, les impacts. Donc il faut être avec eux pour en prendre la mesure, pour essayer de comprendre. Et pour vraiment en prendre la mesure, il faut passer du temps. Ça permet de découvrir les choses comme ça, avec subtilité, avec nuance. Ça permet de déconstruire aussi des représentations qui peuvent nous traverser à notre insu. On a beau avoir un esprit critique, par moments on est aussi traversé par des représentations majoritaires. Donc passer du temps, répéter, filmer à différentes reprises les mêmes motifs, les mêmes actions, le fait de sauter les barrières, j'ai des heures et des heures et des heures. Et le fait de les filmer, de les refilmer permet aussi de creuser les réalités, de creuser ces réalités-là
et de parvenir aussi à présenter deux nouvelles réalités. Voilà. Et donc... Et la répétition permet de creuser la complexité de la réalité, justement. Absolument. Vertu de la répétition. Et donc aussi de produire de la différence. C'est-à-dire de la différence avec un E comme de la différence avec un A. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se met en jeu? Comment tout d'un coup la porte se met à jouer sur ses gonds? Comment, par leurs actions, ces gamins créent un espace de jeu, c'est-à-dire créent de la porosité dans quelque chose qui est totalement fermé. Et cette porosité, c'est ce qui m'intéresse, parce que ce sont des vies poreuses. Comment le monde n'est pas fermé, c'est-à-dire comment cette circulation, cette porosité, d'une certaine façon, est aussi une proposition, peut-être que ces gamins font au monde dans son ensemble. Quand je parlais de brûler la mer, par exemple, il y aurait cette vision du monde propre à ces gamins, cette politique enfantine qui est mise en place, qui est de brûler la mer. Mais on pourrait opposer à ça une autre vision du monde majoritaire, qui véritablement, elle, brûle la mer. La Méditerranée, la température de la Méditerranée augmente. La Méditerranée est en train de bouillir. Il brûle aussi la mer. Quelle vision du monde est peut-être plus... Vous voyez, je trouve intéressant d'établir cette dialectique-là. Il y a deux visions du monde qui brûlent la mer. Mais laquelle ouvre le monde à d'autres possibilités de vie humaine et non humaine? Laquelle est là, donc, voilà, donc, et c'est cette expérience-là, moi, qui me semble extrêmement importante d'appréhender, dont les gamins sont porteurs, qu'ils partagent. Et évidemment, moi aussi, en tant qu'individu, j'ai une certaine expérience. Donc il y a un partage d'expérience, il y a un vrai dialogue qui est mis en place. Et donc c'est ce dialogue-là qui peut être noué, et plus ce dialogue-là est... comment dirais-je, respectueux, attentif, nourri, plus le partage d'expérience peut s'établir, et plus des propositions, en tout cas ces nouvelles présentations des réalités au sein d'un ensemble filmique peuvent se déployer et peuvent exister en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Le point que je voulais rajouter, c'est justement de travailler sur le terrain avec eux. Pour moi, ça inclut quand même aussi une certaine décence. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Il y a quand même des partages de rôles qui sont établis. Moi, je suis un occidental. Je viens là-bas sans visa. Donc, je crois que c'est important d'avoir une certaine limite. On peut être avec eux pour découvrir des réalités, mais il y a quand même une limite dans le sens où les positions, quand même, qu'on le veuille ou non, sont quand même établies. Moi, je ne suis pas une personne en migration. Je ne suis pas un Marocain. Je ne suis pas... Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, moi, je ne suis pas aussi assigné à résidence, d'une certaine façon. Que je n'ai pas moi-même des problématiques qui font que... Mais ça reste quand même, là en l'occurrence, il y a des positions, des postures qui sont clairement établies. Je dors pas dans la rue, j'ai ma chambre d'hôtel, c'est revendiqué, il n'y a pas de démagogie, n'est-ce pas? Donc il y a une certaine limite. Et je me donne aussi une certaine limite du coup dans les actions à filmer, en tout cas dans la mesure où moi j'accompagne les actions avec eux. J'ai jamais nagé avec eux pour aller sous les bateaux, par exemple. J'aurais pu le faire. Après tout, pourquoi pas? Je l'ai pas fait. Je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire, je ne suis pas une personne sur la voie de la migration. Je me donne une certaine limite aussi dans cette modalité du travail et le dispositif déployé, dans cette idée d'être avec les personnes. Être avec la personne inclut pour moi quand même une certaine limite, qui est une limite, pour moi, liée au respect des personnes, en fait. De ne pas se tromper de place. Voilà, peut-être que je me trompe, mais jusqu'à présent, moi, j'en suis un peu là. Ces gamins, ces jeunes, ils ont quel âge? Ils sont très jeunes, ils ont 15-16 ans, enfin ils sont extrêmement jeunes. Ils ont quitté leurs parents, et ce qui me frappe en voyant ce film de un peu plus de 3 heures, en noir et blanc, il faudra que tu nous dises aussi un mot sur pourquoi le noir et blanc, pourquoi des ralentis et pourquoi des images gelées. Mais ces enfants, ils t'intéressent aussi parce que ce sont des corps en mouvement. Et dans cette deuxième partie de cette trilogie, on voit des corps balafrés, des corps violentés, des corps blessés. Tu as insisté plus là sur la vie réelle qui stigmatise ces corps. Oui, c'est-à-dire que dans cette partie, j'ai vraiment resserré la focale, en l'occurrence sur les mineurs. Et c'est vrai qu'il y a parmi les haragas en fait, qui essayent de migrer, ces personnes qui essayent d'aller en Europe, il y a des gens de différents âges, et en l'occurrence pour les haragas d'origine marocaine,
le moment du départ peut être extrêmement précoce. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui viennent de milieux... alors d'abord, le désir de partir, il est vraiment généralisé. Il touche quasiment... bon, il n'y a pas vraiment de classe moyenne au Maroc, mais il est vraiment généralisé. La situation au Maroc comme en Tunisie actuellement est absolument dramatique. Il y a une étude récente là, qui est parue, 70% des résidents du Maroc veulent quitter le Maroc quand même. On en est là. Donc le désir de partir est vraiment prégnant, présent, important. Et significatif, éloquent donc d'une certaine façon. Là, les Haragans, en l'occurrence, c'est vraiment les couches les plus populaires de la société marocaine. Quand ils disent on vient de Fès, ils n'habitent pas Fès même, ils habitent les banlieues de Fès. Et donc c'est des gens qui, pour la plupart, sont issus de familles qui ont des problématiques, divorcés ou pères sans emploi, ont été victimes par moments de violences, par l'entourage, la famille ou les quartiers, de violences physiques, psychologiques, des abus sexuels, qu'ils ne vont pas forcément dire, mais on le sait. Bon. Et qui voient dans leur quartier des gens, parfois des seniors, c'est-à-dire des majeurs, diplômés, sans emploi. Et donc, tuant le temps en fumant du hashish, c'est répandu, prenant des médicaments. Lorsqu'ils prennent des médicaments, ils s'automutilent. Je vous engage à regarder, j'engage tout le monde en allant au Maroc à observer les bras des gens issus des couches populaires. Vous verrez qu'ils sont très, très, très mutilés, automutilés. Il y a des traces comme ça. Et donc parmi notamment les jeunes gens, surtout les garçons qui voient ça, il y a beaucoup de personnes beaucoup de gamins extrêmement jeunes qui décident de quitter la famille. Mehdi, par exemple, pour moi dans le film, il est sur les routes depuis l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'à 8 ans, il a quitté sa maison, il n'allait pas à l'école, il n'était pas heureux, il voyait en même temps ce qui se passait à l'extérieur, il s'est déscolarisé. Et il s'est retrouvé à la rue, au départ en travaillant comme ça, et puis ça n'allait pas, et puis il a vu que beaucoup de gens partaient en Europe, et il s'est dit je pars en Europe. Mais entre le moment de vouloir partir en Europe et vraiment y arriver, il peut y avoir un temps extrêmement long qui s'écoule. Donc Mehdi, avant d'arriver à Melilla, il a vécu 3 ou 4 ans dans la rue. Il est resté à la frontière de Benensa, juste la frontière entre le Maroc et Melilla, pendant 1 an et demi, 2 ans. Avec des conditions de vie assez terribles. J'ai montré certains lieux dans la première partie, mais c'est des moments extrêmement terribles. Et évidemment, la vie dans ces lieux-là est extrêmement difficile. Donc certaines personnes, et des gamins, tiennent en sniffant de la colle, comme je le montrais dans la première partie et dans la deuxième, prenant parfois des médicaments, portant atteinte à leur propre intégrité physique en s'automutilant. C'est une façon aussi de concrétiser une douleur latente et une souffrance latente et vraiment prégnante. On va l'extérioriser en se marquant le corps. Et ils le font souvent en prenant des médicaments comme le Lyrica, des choses comme ça. Bon. Donc à Melilla, j'ai voulu m'intéresser, puisque j'ai resserré la focale à la question des mineurs, donc je me suis intéressé notamment à Mehdi, qui à Melilla avait 13 ans et demi, non, qui avait 12 ans et demi. Et donc là, les mineurs avec qui j'ai cheminé pendant à peu près 7 mois, étaient âgés entre 12 ans et demi et 14 ans et demi. Voilà, donc c'est vraiment des mineurs et puis la préadolescence, on pourrait dire. Et c'est avec eux vraiment que j'ai essayé d'appréhender, d'arpenter la ville. Et en arpentant la ville, comme j'avais commencé à le faire dans la première partie, ils agissent à la fois comme des révélateurs, c'est-à-dire qu'ils révèlent le passé colonial de la ville de Melilla, qui est une ville coloniale depuis le XVIe siècle. Et puis les politiques, le présent le plus actuel, en fait, un peu brûlant, c'est-à-dire les politiques postcoloniales qui sont en vigueur. Et qui ont pour point commun d'avoir quand même des connexions, de créer des figures, qui créent des processus qu'on pourrait appeler des processus de racialisation, en fait. Ça peut être le noir qui vient de l'Afrique subsaharienne et qui veut franchir les barrières, envahir le Melilla ou l'Europe. Donc ce sont les nouveaux barbares qui renvoient aux anciens barbares, ou ce sont des figures d'exception en fait qui sont créées. Ou alors l'enfant sauvage, le haraga, le drogué, le criminel potentiel qui va venir perturber la vie des gens civilisés, puisque quand on les traite d'enfants sauvages, c'est bien qu'on les renvoie à un état de nature, ou un supposé état de nature, qui est totalement injustifié d'un point de vue philosophique, mais on les renvoie à un pseudo-état de nature, donc on les animalise, on les déshumanise, on les exclut de la civilisation. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est de montrer comment, à la fois ils révèlent ces politiques-là, et comment ils révèlent, comme des sentinelles aussi,
ce qui pourrait être d'autres politiques existantes. Ils mettent en place, moi, ce que je me suis amusé à appeler une espèce de politique enfantine, en fait. Une politique enfantine dans le rapport d'appréhender le monde, cette capacité à jouer avec les choses, à imaginer, à se confronter à l'impossible, à rendre les choses possibles, à ne plus voir les choses uniquement sous l'angle de l'utilitarisme, donc de la domination d'un être sur un autre être ou d'un être sur les choses. Donc comment, d'une certaine façon, avec eux, s'engage un autre rapport avec eux-mêmes, donc aussi avec l'individu, donc aussi des hommes vis-à-vis des autres, donc aussi des hommes vis-à-vis de la nature. Donc comment les concepts de domination entendus comme exploitation de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la nature, sont totalement subvertis par cette capacité comme ça à jouer avec les éléments. Ce qui est beau avec l'idée de l'enfance, Benjamin, le philosophe, l'avait bien remarqué et écrit, pas théorisé, mais a énormément travaillé là-dessus. C'est comment l'enfance est un temps dans lequel comment l'enfance peut être porteur comme ça d'un projet utopique et qui peut trouver à s'actualiser dans l'ici et le maintenant, comme ça, d'une action, d'un geste. Et comment, un adulte, par la confrontation avec l'enfant, justement, peut réveiller un enfant un enfant en soi, dont on a la responsabilité encore. Et établissant ce dialogue de l'enfant dont on est encore porteur, de cette dimension enfantine, en fait, comment ce qui s'ouvre plus largement, c'est ce rapport totalement autre du présent ouvert au passé. Ou comment certaines choses restées en souffrance comme ça dans le passé peuvent être rédimées par le présent, de la même façon comme certaines choses dans le présent peuvent être rédimées par le passé qui est appelé et qui est convoqué. Et donc c'est toute une autre philosophie d'histoire qui se met en place, tout un autre rapport au temps qui se met en place, non linéaire, non marqué par le progrès, et que j'essayais, pour répondre à ta question sur le rêve, que j'essayais de traduire avec les ressources que propose le médium cinématographique. Et parmi les ressources proposées, il peut y avoir le noir et blanc, mais je pourrais tenir le même discours avec la couleur, avec un rapport différent de la couleur, non standardisé, mais on pourrait aussi travailler la couleur d'une façon très particulière qui permettrait d'engager peut-être un rapport au temps ou d'essayer de construire un rapport au temps différent. Là, pour l'instant, j'ai choisi le noir et blanc, comme d'autres techniques. Rendre compte des réalités en prêtant attention à la façon dont elles se développent dans le temps et dans l'espace, elles se meuvent ou autres. On touche à la fois aux politiques, qui est évidemment lié aux poétiques et à l'esthétique, puisqu'on touche aussi à du sensible. Et essayer d'appréhender les ressources du médium pour essayer de rendre compte de ça, ouvre la voie justement à une exploration sensible du monde, mais aussi à la création d'une esthétique, puisque je pense à un cinéaste comme un écrivain ou autre, petit à petit essaie de construire, d'appréhender le médium pour préciser sa vision du monde, exprimer ses émotions, ce qu'il a pu ressentir, et donc construire une esthétique. On répète volontiers que le montage pense le cinéma. Ton montage pense ton film. Par le montage, tu construis des récits pour développer une dramaturgie finale qui tient le film dans en l'occurrence 3 heures et quelques minutes. Et donc j'aimerais que tu évoques un peu la question du montage et donc la question du plan. Et étonnamment, on comprend par effet de répétition dont on a parlé la vie quotidienne matérielle de ces enfants, la nuit, se nourrir, courir, échapper, provoquer, jouer, se bagarrer, dormir, etc. Donc tout ça, on en prend la mesure, mais à travers des fragments. Et dans une scène X ou Y, il y a du montage. Tu accélères, tu procèdes à du ralenti. Donc il y a à la fois la prise en compte pour nous spectateurs de la durée de tous ces mouvements quotidiens, nocturnes de ces enfants, et en même temps, cette durée, elle est par l'effet de montage, par l'effet du montage qui pense ce qui nous est donné à comprendre, qui fragmente. Dans un geste, un gars qui s'habille, un gars qui se couche, quelqu'un qui dort, il y aura 3-4 coupes. Parle-nous un peu de ton plaisir de la coupe, sans que celle-ci, pour autant, mette en péril le plan, et ni la scène d'ailleurs. Donc j'essaie de voir, en fait moi ce qui m'intéresse, bon tu l'auras compris, c'est d'essayer de comprendre, quand on parle de déconstruire une représentation dominante,
et proposer une nouvelle présentation en fait, des réalités. Construite avec, qui est le fruit du rapport dialogique qui a été établi avec les réalités appréhendées, avec les sujets filmés, etc. On est bien d'accord. L'idée, c'est, d'une certaine façon, d'œuvrer à ce que j'ai appelé une sorte de destitution politique, de façon non didactique ou prosélyte, bien clair, au profit de narrations ou de nouvelles fictions qui seraient des fictions constituantes, en fait. Mais alors, moi, ma vraie problématique, c'est comment arriver à construire ou proposer de nouvelles réalités, des fictions constituantes qui, dans le même temps, s'inscrivent dans un temps émancipateur. Alors, je m'explique. Moi, je suis extrêmement intéressé par la notion du monde à l'envers, notamment du renversement dialectique ou carnavalesque des choses, ou du cours des choses. Donc, j'aime beaucoup le motif du carnaval. C'est-à-dire comment, tout d'un coup, dans un temps suspendu, il y a une mise à l'envers du monde, un renversement dialectique. Ou comment, dans certains cultes de possession, comme Jean Rouch l'a montré, dans Les Maîtres Fous, par exemple, le temps est suspendu et il y a un inversement des valeurs, du monde, etc. Alors, le problème du carnaval, comme de certaines Saturnales ou autres, c'est que ça reste dans un temps déterminé. Et qu'ensuite, le cours du monde reprend... que le monde ensuite reprend, l'ordre des choses reprend le pouvoir et le cours du monde continue, exactement comme il allait. Autrement dit, ça devient des soupapes de sécurité où la frustration, la colère peuvent se déployer et puis ensuite les choses reviennent à la normale, dans la norme, une norme établie et donc qui forcément, en l'occurrence, est dominante et exclut d'autres personnes. Tandis que moi, dans ma question, donc il y a bien la notion d'un temps émancipatoire quand même dans ce temps suspendu. Que Benjamin aussi, sur lequel Benjamin a aussi travaillé, quand il parle de dialectique à l'arrêt, c'est ni plus ni moins que cela. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans le cinéma, c'est que le cinéma envisagé sous un certain angle, permet justement de créer ce temps émancipatoire, cette suspension de l'ordre de choses, cet arrêt du monde dont rêvait Baudelaire, par exemple, sans que pour autant ensuite on revienne au cours du monde tel qu'il va. Ben non, parce que le film existe et il ne s'arrête jamais. C'est ça ce que je trouve extrêmement important dans le cinéma. La puissance, une des puissances et des potentialités du cinéma, c'est ça. C'est pas un carnaval qui s'arrête et puis après qui reprend. Non, le film est là, il existe. Il perdure. Donc quand on parle souvent, mais quelle est l'efficience d'un film ? Mais l'efficience d'un film, elle est infinie. Elle devient quasiment intemporelle. C'est-à-dire qu'un film peut agir à court, moyen et long terme. Il permet à court terme à un individu de se redéfinir, de prendre position. Comment vivre dans l'intolérable, c'est mon obsession. Comment faire pour vivre dans un monde qui a certes de la beauté, mais qui a aussi de l'intolérable. Moi, mon idée, c'est d'aller... C'est pas du tout de faire des films de propagande. Allez, il faut se mobiliser. Non, pas du tout. C'est en allant dans les lieux, en les comprenant, de m'interroger moi-même sur ces réalités, sur la façon dont j'habite le monde actuel. Et me déplaçant, je réinterroge aussi le monde actuel, les politiques qui me traversent. Je remets ça en question. Il y a un travail un peu révolutionnaire dans ce sens-là, qui ensuite se trouve à se déployer dans une proposition qui est l'ensemble filmique. Et cet ensemble-là filmique, il trouve à se déployer dans le temps et dans l'espace. Donc ce qui est très fort, c'est puissant, Benjamin a travaillé là-dessus, c'est cette espèce de constellation dialectique. Elle est impermanente d'une certaine façon. Elle travaille sur la permanence et l'impermanence. Elle n'a ni début ni fin, puisqu'après, quand on voit le film, on le prend par le milieu. Et ça, je trouve ça prodigieux, quoi. C'est le propre... la puissance du cinéma. C'est aussi parfois d'un tableau, d'un poème, des choses comme ça, mais ça ouvre comme ça. Comment dirais-je, ça crée de nouvelles temporalités, ça déploie les espaces, ça crée la démultiplication des mondes, ça œuvre à la démultiplication des mondes, au lieu de la réduction d'un monde à un seul, comme le monde tend à l'être de plus en plus aujourd'hui. Quand on voit ce qui est en train de se passer d'un point de vue historique et politique aujourd'hui, c'est quand même assez dramatique, quoi. Je ne sais pas si tu as entendu en France, quand même, tu étais au courant de la mort de ce jeune Naël, par exemple, pour ne citer que lui. C'est quand même un jeune homme de 17 ans qui s'est fait abattre d'une balle en plein cœur, frontalement. Avec tous les mensonges perpétrés par ceux-là même qui sont chargés de faire respecter la loi. Et un mec de l'extrême droite a fait quand même une cagnotte, a fait un fonds, et ils ont quand même réussi à collecter 1,5 million d'euros pour venir en soutien, non pas à la famille de Naël, mais du policier qui a tué Naël. On en est là quand même. C'est quand même... Bon,
Et c'est la France, avec la caution du ministre ça n'a pas été bon. Donc comment faire pour vivre avec ça? Alors, ou bien on se met des œillères, ou bien on accepte la norme, ou alors on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors certains optent pour l'engagement politique dans un parti, un syndicat, un collectif, etc. Moi, politiquement, en tant qu'individu, je m'inscris. J'ai décidé d'agir et de prendre position via le cinéma. Ce qui ne veut pas dire de faire un cinéma qui serait un cinéma de prosélyte ou de propagande. Mais comment? En travaillant sur le sensible, en travaillant sur ces nouvelles présentations des réalités, en fait, on vient subvertir les réalités dominantes. Et donc, est-ce que je réponds à ta question un peu là? Le montage. Le montage. Et donc, voilà. La rythmique poétique. Voilà. Et donc, du coup, ce que j'ai dans ma proposition, dans ce que j'essaie de construire jusqu'à présent, parce que c'est toujours en travail, c'est pas fini et déterminé, c'est pas figé, c'est pas des dogmes. Il y a cette idée de créer une temporalité qui passe par l'usage notamment du noir et blanc. Le noir et blanc, ça joue sur des stéréotypes. Aujourd'hui, le noir et blanc, c'est l'archive. Donc c'est le passé, c'est les faits révolus. Et les politiques actuelles, elles trouvent leur légitimation sur ce vieux mythe du progrès. Alors, c'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui, mais enfin, quand même, par rapport à hier, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis forcément, demain, ça sera mieux. Donc on est engagé vers une voie. Alors évidemment, c'est un mythe qui est complètement détruit dans les sciences humaines, mais qui est extrêmement prégnant dans la société. Et les politiques se légitiment et se basent là-dessus. Donc l'idée de travailler sur du noir et blanc, c'est travailler sur des images qui participent de l'extrême contemporain en noir et blanc. Donc non pas... ça renverse le stéréotype de l'archive. Et du coup, ça permet de créer des télescopages entre des époques qui apparemment paraissent révolues, séparées. Ça permet de sortir d'une espèce d'immanentisme immédiat. Donc c'est le noir et blanc, c'est la notion de fragment. Donc travailler sur le fragment, sur des scènes considérées comme des monades qui viennent circuler les unes avec les autres, avec des fondus au noir, qui viennent créer des passages, comme on peut vivre un moment là maintenant avec l'interview. Et puis après, l'interview va être terminée, tu vas voir quelqu'un d'autre. Il va y avoir comme une espèce de passage qui se crée d'une réalité à l'autre, n'est-ce pas, dans ta trajectoire. Donc le montage, comme ça, est construit de cette façon-là. Puis à l'intérieur même d'un moment, ce qui est intéressant, déjà en filmant, c'est de prendre compte, de travailler sur le sensible, sur la texture comme ça des différentes réalités. Donc en filmant au plus près, d'essayer de saisir la teneur de réalité de ce qui apparaît comme étant ce qui apparaît vraiment prégnant et important. Et puis de souligner, de pousser plus avant certains partis pris qui sont filmés, certains partis pris qui sont filmés par le montage. On va essayer de trouver le rythme d'une scène, donc on le trouve déjà dans la façon dont c'est filmé, mais on va l'accentuer peut-être par le montage. On va peut-être jouer sur des accidents donc déjà dans l'étalonnage, par exemple, que je fais au départ seul et puis après que je poursuis en post-production. Par exemple, il peut y avoir un accident avec une surexposition ou une sous-exposition, ça peut devenir intéressant. Le son peut tout d'un coup baisser, mais ça devient intéressant. On va pousser un petit peu plus, jouer sur les accidents et essayer de voir comment ça peut donner lieu à une proposition esthétique. C'est comme ça, par exemple, dans la première partie. Au départ, j'avais l'impression d'avoir fait des erreurs avec ces images en gros grains, puis je les ai retravaillées, puis c'est devenu un parti pris, une proposition esthétique que j'ai utilisée qui permet de faire ressortir ce que j'ai appelé les lignes de basse. Et la deuxième partie démarre pareil. On part, qui est la suite, démarre avec des images en gros grains, et puis après on repart vers des scènes surtout de nuit, que j'avais commencé à travailler dans la première partie et qui sont poussées plus avant dans la deuxième. Donc le montage comme ça se base aussi sur la notion de circulation, qui est aussi une circulation. Donc c'est un principe esthétique mais aussi politique, puisque la circulation des motifs ou des parties pris esthétiques ou des situations, etc., d'une partie à l'autre renvoie aussi à cette notion de circulation des individus, de la porosité des êtres et des choses. Tu vois, c'est ça ce que j'ai essayé un peu de montrer via le montage en fait dans le film. Comment, dans une scène, il peut y avoir des moments des rythmes dominants, d'autres rythmes plus minoritaires, comment à la fois dans une discussion, il y a des choses il y a des rythmes et des contre-rythmes, des ruptures, des discontinuités. Et avec le montage, dans la façon de filmer ou autre, mais aussi avec le montage, par moments, on peut rendre peut-être plus prégnant, traduire de façon plus précise aussi ces éléments-là. Dernière question, en te remerciant beaucoup de ce temps fragmenté un peu présenté ici. Je pense qu'on va se reparler. Oui. Il est question de parler, parce que là on parle de cinéma dans ses efficiences esthétiques, politiques et poétiques. D'un mot bref, un moment du film, un plan, une scène peut-être, qui te paraisse être vraiment
l'acmé de ton geste cinématographique? Dans ce film-là, pour moi, il n'y a pas une scène qui n'est pas essentielle. Il n'y a pas un geste qui n'est pas essentiel. Tous. Et par contre, je peux quand même dire certaines choses qui m'ont vraiment traversé quand j'ai été confronté à ces réalités-là. Alors d'abord, des surprises. Par exemple, j'avais déjà tourné pendant 1 an et demi. Et il y avait des choses que je ne voyais toujours pas, qu'on découvre toujours. Et ça, c'est vraiment... Ça pointe la nécessité du temps passé. Par exemple, ces égouts dans lesquels ils cachent les vêtements. Bon, ben, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et c'est avec Malik que j'ai découvert qu'il cachait des vêtements, de la nourriture dans les égouts. Par exemple, Malik, qu'on retrouve après sur les Champs-Élysées, il a 4 ou 5 égouts comme ça dans la ville, dans lesquels il cache ses affaires. À un moment donné, on traverse une rue, il me dit attends. Il soulève un égout, il y avait un truc, il y avait sa bouteille d'eau qu'il avait cachée la veille. À un autre moment, il avait froid, on traverse une autre rue, mais à 500 mètres ou 1 kilomètre, je ne sais plus exactement, il ouvre l'égout, il y avait une veste. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement... je veux dire qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est une des conséquences des politiques européennes, ils vivent dans la rue, il faut se débrouiller, donc c'est extrêmement violent. Et de l'autre, on voit comment ils inventent des contre-dispositifs. Cet égout devient un contre-dispositif. Comment dirais-je, utiliser la ville, les ressources de la ville, proposées par la ville, retourner en fait la dialectique pour essayer de définir, construire leur devenir en fait. Ça devient des contre-dispositifs. Et ça m'a vraiment... Après, l'autre chose qui m'a plu, qui m'a touché, c'est quand tout d'un coup, ils se sont mis à brûler les mains. Ils se mettent du gel hydroalcoolique. Oui, c'est ça, hydroalcoolique, c'est comme ça. Et au moment où ils font ça, quand même, c'est une signification symbolique et politique hallucinante, parce qu'on était en pleine pandémie, quand même. Et donc, ils mettent le feu à ça, eux, qu'on appelle les ragas. Eux qui brûlent la mer, qui mettent le feu au gel, tout d'un coup, c'était... tu sais, Artaud, un de ses plus beaux textes, c'est Vincent Van Gogh, le suicidé de la société. On pourrait dire aussi que certaines personnes en transit sont les incendiés de la société. N'est-ce pas? Comme aussi on peut dire que la mer est une incendiée de la société. Et ce qui est intéressant, c'est comment il renverse la dialectique. Comment, avec ces flammes comme ça qui sont très ludiques, dans le même temps, ils sont en train de rendre compte de l'inanité des politiques actuelles, du côté intolérable, et comment symboliquement ils mettent le feu à l'intolérable. Et ça, je trouve que ça ouvre le monde à des choses, à des potentialités, à son infinité. Le Filmmaker Talk est une production de Film Explorer, rédaction et voix Jeannette Wolf.